Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Game Plan qui est consacré au co-main event de l'UFC 294 entre Khamzat Chimaev et Kamaru Usman qui sauve le combat en remplaçant Paulo Costa en short notice. Je suis comme toujours accompagné de Brian. Comment vas-tu? Bien, très bien. Eh ben, nickel, on va partir sur l'analyse après le générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme d'habitude, merci à Unibet de supporter ce format de notre podcast. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 €. Et comme d'habitude, on rappelle jouer de manière mesurée, de manière récréative. Et c'est pas les paris d'argent qui vous rendront ultra riches, c'est le travail. Ryan, sur unibet.fr, les cotes sont actuellement à 1,33 pour Chimaev, 3,25 pour l'ancien champion des welterweight. On est quasi sur un 75-25 pour Chimaev. Où est-ce que tu te situes, toi? Trois rounds, hein. 3 rounds. C'est en 3 rounds. Ouais. Quelle déception. Quelle déception. Avant de commencer à analyser un peu plus, j'étais plutôt sur un 65-35. Mhm. Après analyse, je suis plutôt sur un 70-30, 70-30. Ok. Voilà. Ouais, alors comme on avait fait l'analyse entre Costa et Chimaev, il y a pas mal de points. En fait, comme dans tous les combats dans lesquels Khamzat va rentrer, il y a pas mal d'éléments qu'on ne sait pas encore de lui, ce qui fait que émettre un pronostat est extrêmement compliqué parce qu'on doit faire des hypothèses assez noires et blancs pour pouvoir établir un constat. Et comme j'avais dit pour Paulo Costa contre Khamzat, ça pourrait se transformer très rapidement en 95-5 à l'avantage de Khamzat s'il arrive à faire du Khamzat, et ça peut très vite se transformer en 60-40 à l'avantage de Ousmane si Khamzat n'arrive pas à imposer son jeu habituel, j'ai envie de dire, mais on y reviendra plus tard. Je vais commencer par faire quelques petits rappels pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, et puis on va partir sur nos analyses classiques. Avant ça, abonne-toi, like la vidéo et mets-nous ton pronostic en commentaire. Il faut créer de l'engagement. Alors, par rapport à Kamaru Usman, après avoir pris la ceinture à Tyron Woodley, c'est la dernière fois qu'il était underdog dans un combat, donc ça en dit long déjà. Il a défendu 5 fois contre Burns, Masvidal 2 fois et Covington 2 fois. J'ai mis dans un ordre aléatoire, c'est pas dans cet ordre-là que ça a été fait, mais voilà, comme ça on a les noms contre qui il a défendu sa ceinture. Et ensuite il s'est incliné 2 fois contre Leon Edwards, une fois où il était à 1 minute 30 de gagner à la décision et de défendre une nouvelle fois, il se fait éteindre par un high kick. Et la deuxième fois, il perd de manière légitime contre un Edwards qui était tout simplement meilleur ce soir-là. De l'autre côté, Chimaev n'a que 12 combats professionnels, c'est important de le notifier. Ousmane en a 23 dans sa carrière. Chimaev est invaincu sur les 12 combats et il en a fait la moitié à l'UFC, donc il est sur une série de 6 victoires à l'UFC. Ses derniers combats, pour rafraîchir la mémoire, les 3 derniers, c'est Jing Liang, Burns, le Fight of the Night, on en parlera certainement pas mal dans ce podcast, et Kevin Holland après avoir drastiquement raté la pesée et bouleversé toute une carte à lui tout seul. Première question qui me semble assez évidente. Khamzat a pour habitude de shooter très tôt dans le combat. 4 fois sur 5, il a réussi. 1 fois sur 5, il n'a pas super bien réussi. Et son dernier combat à l'UFC où il n'a pas shooté, c'est parce qu'il a éteint Gerald Meerschaert en 13 ou 17 secondes. 17 secondes, je pense. Ousmane, sa takedown defense, c'est 97%. Alors, la question, c'est est-ce que Khamzat va rentrer dans le combat pour shooter de nouveau d'entrée de jeu? La deuxième question, c'est va-t-il réussir? La troisième et quatrième question, c'est que se passe-t-il si ça passe? Que se passe-t-il si ça ne passe pas? Vas-y, je te laisse parler pendant 20 minutes maintenant. Première question, est-ce qu'il va shooter d'entrée de jeu comme il l'a fait? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va faire un petit peu plus tôt comme il l'a fait contre Burns, c'est-à-dire faire monter un petit peu la garde avec quelques kicks, mettre de la pression, envoyer sa droite et shooter, mais pas à froid directement. Pas à froid, ok. Pas à froid.
Cela reste un takedown dans les 30 premières secondes. Ou une dans les tentative, en 30. tout Je cas. crois que c'est dans les 10 premières secondes. Non, dans les 30. Non, mais c'est bien. C'est bien qu'on sépare les deux parce qu'effectivement, il y a eu le schéma qu'il a eu contre Jing Liang, qu'il a eu contre Phillips, qu'il a eu contre Rhys Maki et qu'il a eu contre Kevin Holland, Ouais. avec un shoot littéralement dans les 6 premières secondes, Un shoot sans rien long, envoyer avant, Mm. ouais, et un shoot long de loin. Et puis, il y a la séquence où il shoot relativement tôt dans le combat, mais où il a préparé son amener au sol en faisant croire qu'il voulait striker d'abord. Ouais. Donc moi, je pense qu'il partira sur le deuxième scénario. Ok. Deuxième question. Ouais. C'était Donc, quoi donc en gros, voilà. Ici, s'il shoot, est-ce que ça réussit? Face à un Ousmane qui a une takedown defense de 97%, qui a été quand même relativement bien testé contre des bons lutteurs, notamment. Ouais, mais comme quel type de bon lutteur? Sur quel type Covington de Sur quel type de lutte il a été testé? Ah, c'est ça. Attends, Covington, c'est plus des shoots dans les jambes? Ouais, Covington, Freestyle? c'est un lutteur américain, un lutteur full style, donc il va descendre. Il va descendre surtout dans du double leg, il va un petit peu à l'ouvert, mais surtout à la cage. Là, on va avoir, alors pour rappeler un peu Khamzat Chimaev, pour le présenter, pour moi c'est vraiment un lutteur type Greco et freestyle qu'il a adapté au MMA. Il est extrêmement bon, moi je trouve là-dessus. Je ne pense pas qu'il serait forcément très bon sur des championnats internationaux dans la discipline même. Mais en tout cas, en MMA, il est largement au-dessus. Et je pense qu'il mettra au sol Kamaru Usman à la première tentative. À la première tentative? Ok. Ouais, à la première tentative, je m'expliquerai pourquoi. Mais à la première tentative, je le vois envoyer une grosse droite, shooter, prendre un body lock, mettre au sol. Mais comme il a fait avec tout le monde, hein, et comme il l'a fait même avec Burns. Ouais, et c'est vrai, ça c'est important à dire. Il a réussi à amener Burns au sol. C'est surtout au sol que Burns avait de très très bonnes options pour empêcher Chimaev de faire du Chimaev, d'être ultra dominant au sol et qu'il a limite. Ouais, et donc ça va être intéressant. Donc parce que moi je ne pense absolument pas que Ousmane soit capable de défendre aussi bien que Burns ne l'a fait une fois qu'il est sur son dos. Je pense que là où ça va se jouer, c'est plutôt avant que ses fesses et ses épaules ne touchent le sol. Donc justement, moi, je pense que sa défense, ça sera encore avant. Je pense que s'il doit défendre, c'est avant le contact. Anti-lutte, système anti-lutte dans son pied-point. À 100%. Ouh là 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 là. Incroyable. Ok, et donc si ça va au sol, le seul moment où on a vu un Ousmane vraiment être mis au sol et contrôlé, c'est contre Leon Edwards. Et Leon Edwards a pris des positions très intéressantes dans ce premier round de leur premier combat. Que se passe-t-il pour toi si Chimaev réussit ce premier takedown? C'est le début de la fin? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Alors, il a été mis au sol. Je voudrais juste qu'on se rappelle qu'Kamaru Usman a pas réellement été mis au sol, mais il était en train de se faire prendre le dos face à comment il s'appelle? Covington? Non. Pardon. Demian Maia. Et c'est l'arbitre qui a sorti la position. Oui. C'était complètement dingue. Il était en train de se J'ai faire pas regardé prendre ce combat pour cette analyse-ci, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, j'avais revu ce combat pour une autre analyse de Ousmane. Oh! Ouais. Donc pour moi, ici, il se faisait contrôler, hein. Il se faisait contrôler, il se faisait prendre le dos. Donc si ça va au sol, pour moi, ça ira au sol avec un Chimaev qui aura un body lock. Je vois Chimaev le mettre au sol avec un body lock et je vois Kamaru Usman être en grande difficulté pour pouvoir recomposer comme a pu faire Burns. Donc je pense que en tant que lutteur de folk style, il voudra laisser de l'espace, créer de l'espace en donnant son dos pour pouvoir se relever et en attaquant les poignets. Ce qu'on a pu voir notamment avec Demian Maia ou avec d'autres. Hein. Donc on va, pour moi, avoir des phases de grind et de riding, donc avec un Chimaev qui va chercher à mettre au sol, contrôler, frapper, mettre au sol, contrôler, frapper, grinder dans ce début de combat. Donc avec une grosse intensité, grosse intensité. Ok.
Ok. Mm. Alors ma question suivante, c'est tu te positionnais plutôt sur un 70-30 après analyse, c'était Ouais, ça? ouais. Les 30% du côté de Ousmane, c'est quoi ton scénario numéro un, on va dire? Le chemin vers la victoire pour Ousmane dans un scénario où il se fait amener au sol. Est-ce que tu en as un ou alors ton scénario principal pour un Ousmane qui l'emporte, c'est d'avoir des stratégies mises en place pour complètement empêcher Chimaev d'être capable de casser cette distance? Alors moi j'ai mis deux scénarios Ok. possibles. On est quasi déjà un peu sur le game plan, hein. Mais Ouais, après, voilà, les forces et faiblesses des deux combattants, on les connaît assez bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite parenthèse? Parce que là, tu as bien exprimé qui était Khamzat sur le style de Kamaru, avant de passer justement à cette ouais, phase game je plan. pense que ça peut être intéressant, vas-y. Alors moi, j'ai une définition de Kamaru Ousmane. J'ai toujours un peu défini comme le mec qui a la logique Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire que Mhm, il, bon, lui a une lutte de base, mais il est venu en MMA pour être fort partout, pour être très compétent partout mhm, et intelligent. Intelligent dans le sens où il va analyser ses adversaires et se poser la question de où est-ce qu'il y a une différence de niveau la plus marquée à mon avantage entre mon adversaire et moi. Et puisque je suis compétent partout, je serai aussi capable de diriger le combat dans cet aspect-là du jeu. Donc si j'estime que je suis meilleur que mon adversaire au sol, je l'amène au sol et je gagne là. Si je considère que je suis meilleur que mon adversaire debout, je reste debout et je l'amène là. Et dans tous les cas, il y a toujours un endroit où il est meilleur et il peut amener le combat dans cet endroit-là. Comme tous les styles en MMA, il y a toujours une limite. La limite, c'est quand tu fais face à quelqu'un qui est capable de t'empêcher de t'amener là où la différence est le plus à ton avantage et de rester là où tu es le plus à ton désavantage. Donc, quand il a rencontré Leon Edwards a été capable de quasi nullifier complètement sa lutte, pas complètement, mais voilà, même quand il se mhm. faisait amener au sol, il n'arrivait pas à marquer beaucoup de points. Et tant que ça restait debout, c'est Leon Edwards qui avait un petit cran d'avance sur Ousmane, ce qui lui a permis de gagner. Donc ça, c'est ma définition de Ousmane de manière générale. Voilà, il est complet, il est bon partout. Peut-être un peu, peut-être que sa lutte est meilleure que son pied-point, mais quoi qu'il arrive, ça lui permet de toujours trouver un endroit où il est meilleur que son adversaire et d'amener le combat là où il est meilleur, à l'exception de Leon Edwards. Et le dernier point que j'ai notifié, c'est bon jeu de feinte, très bon footwork et très bon jab, au pluriel, que ce soit dans les deux gardes. Ouais, mais écoute, ouais, je te rejoins, hein, j'ai pas grand-chose. Et je rajouterais peut-être la gestion, euh, sa capacité à, comment dire ça, canaliser le combat. Mais tu l'as un peu dit, hein, en choisissant les distances, mais il va être capable, il va être capable de gérer, gérer son combat, de gérer le tempo, ce genre de choses, notamment avec son jab, notamment en choisissant les dimensions dans lesquelles il veut évoluer. Ouais, ouais. Et attends, j'ai Ouais. marqué quoi? Bon, il y a quand même une Crochet avant faiblesse, c'est aussi, hein. que Mm. ouais, le crochet, ouais, forcément, le crochet avant. Et ouais, dans les faiblesses, c'est vrai que bah, je me laisse un peu influencer par les combats que j'ai choisis, mais il se fait quand même de temps en temps connecter salement. Tu vois, contre Burns, il se fait connecter Mhm. salement. Il se prend C'est un vrai. KO contre Leon Edwards. Il s'est fait bien toucher à plusieurs reprises contre Colby Covington. Donc voilà, après, c'est un mec qui a combattu au plus haut niveau, qui a une majorité de combats en 25 minutes. Donc forcément, tu te fais toucher, mais ça Mhm. n'empêche que c'est un point quand même à notifier. C'est un débat qui sera intéressant aussi sur l'aspect MMA. C'est euh, on a un combattant, Kamaru Usman, qui est arrivé au top du niveau grâce à sa lutte, grâce à ses déplacements qu'il avait dans la cage, sa stratégie, son approche mesurée, et qui, arrivé au top niveau, a commencé à prendre vraiment confiance dans son striking, à travailler bien avec son jab, mais qui n'a pas, à mon sens, hein, vu qu'il a un vrai passif de lutteur, les compétences, l'expérience nécessaire d'un striker d'élite, tu vois. Bien Et sûr, donc, bien sûr. effectivement, avec ce genre d'ouverture et de défaut. On a des combattants qui ont fait le choix de l'inverse, hein. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient bons, qu'ils progressent en striking, malgré tout ça, au plus haut niveau, ils restent sur leur grand point fort, ce qui leur a permis d'arriver au top
et à continuer à performer. Donc effectivement, c'est une question de savoir si Kamaru Usman n'aurait pas dû continuer dans le domaine de la lutte, là où il excelle, pour éviter ce genre de déconvenus, tu vois. Ça, on ne le saura jamais, mais c'est vrai que c'est, comme on le dit, hein, c'est toujours un choix de carrière en soi, hein. Est-ce que je veux rester spécialiste, hein, et alimenter mon jeu autour de ma spécialité, de ma grande force, Mhm. ou est-ce que je veux prendre un chemin où j'ai une grande force, mais je veux avoir des grandes forces un peu partout. Et d'un point de vue stratégique, ça change complètement évidemment, parce que tu prends la voie 1, tu dois imposer ton jeu dans chaque combat, et tu prends la voie 2, tu dois stratégiser chaque approche par rapport au profil face auquel Mhm. tu combats. Et Et avec par un, rapport à... Vas-y. et aussi avec un affaiblissement, dès que tu commences à développer un autre domaine, tu es forcément obligé de légèrement affaiblir le domaine de compétences, tu vois. Ouais, forcément, ouais. Si, T'as forcément, moins il de n'y a temps pas de de... travail. T'as moins Bah de temps oui, de bien sûr. travail dans le reste, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, et c'est même faux de dire ça, parce qu'en fait, on doit pas calculer en heures quand on fait du sport, on doit calculer Non. en énergie plus qu'en heures. Et donc, une fois que tu as dépensé toute ton énergie sur la journée, tu sais plus travailler sur quelque chose, et donc tu sais pas travailler à 100% le pied-point et à 100% la lutte. C'est à toi Ouais, ouais, ouais. à ficeler tout ça. Dernier point peut-être avant de passer à la partie game plan, parce que je pense que c'est assez important, et ça peut d'ailleurs faire partie intégrante de la partie game plan. Blessure et poids. Du côté de Ousmane, on le sait, c'est quelqu'un qui bosse dans la souffrance, c'est quelqu'un qui est un peu cassé de partout maintenant. Il l'a dit sur le Joe Rogan, il n'a pas peur de le dire. D'ailleurs, il l'avait dit il y a 4-5 combats qu'il lui en restait Mhm. 3-4. Et donc là, il a Mhm. dépassé la limite qu'il avait annoncée. Ses genoux sont un peu touchés. Le combat a lieu en middleweight. Alors pour rappel, hein, il n'y a pas que Ousmane qui monte. Ousmane monte en last minute, mais Chimaev à la base, il combattait en welterweight. Sur son run UFC après son premier combat contre Phillips. Mhm. Il a drastiquement raté la pesée contre... initialement, c'était prévu qu'on ait Diaz. Finalement, il combattait contre Kevin Holland. Donc la montée est logique pour lui, mais ça reste un élément à considérer selon moi. C'est à quoi ressemble-t-il au pluriel en middleweight, que ce soit pour Ousmane et pour Chimaev, surtout avec un Ousmane qui, on ne le sait pas à quoi il se préparait pour la suite, alors que Chimaev, lui, il était en train de se Mhm. préparer pour un combat en middleweight. C'était un combat qui était prévu en 3 rounds à la base. Ouais, ouais, Ça a toujours été un combat en 3 rounds pour Chimaev. ouais. Que ce soit Costa ou ici Ousmane, c'est du Ok, 3 rounds. parce que ça aurait été un 5 rounds qui serait passé en 3 rounds, on aurait pu se dire que c'était Ousmane qui avait demandé de faire un 3 rounds, ça aurait été problématique. Donc là, on était sur un 3 rounds. Moi, je suis toujours questionné sur ce genre de décision, surtout face à un ancien champion qui est bien à l'aise sur les 5 rounds, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'il a accepté le 3 rounds parce que son cardio, il est pas confiant pour un 5 rounds? Je ne sais pas. Je pense que c'est une erreur. Concernant les blessures, je pense que Shimaev aussi est quelqu'un qui travaille dans la souffrance, qui est blessé, Ouais. qui aussi voulait arrêter sa carrière suite à un Covid long et tout. Donc, je pense que moi personnellement, et puis bah, sur les blessures de Ousmane, est-ce que au moment de Joe Rogan, ces douleurs étaient très très vives et qu'elles se sont calmées? C'est difficile d'avoir une vue là-dessus, quoi. D'avoir Ouais, une évidemment, vue. ça, ce sont les inconnus, quoi. Ce sont les inconnus, il faut Ce juste les sont souligner dans le Voilà, podcast, tout à et puis fait. on spécule pas dessus. Donc Voilà. c'est fait, on passe à la suite. On peut partir du principe qu'on a deux combattants qui ont des articulations abîmées, qui est lié à leur sport et qui est lié aussi à leur haut volume d'entraînement euh, depuis des années, des années, des années, des années. Et donc, ils ont un corps tous les deux abîmés. Au niveau du Mm. cardio, on va s'attendre à avoir un Shimaev qui sera mieux préparé, je pense. Donc, ça sera son grand avantage. Et, Ouais. euh, et voilà, quoi, tout simplement. Mhm. Oups, tu entends là? Ouais, on entend légèrement, mais c'est pas grave. Ça va, Il je y a suis quelqu'un qui désolé. fait un jus chez toi. Non, non, la vie saine, c'est important. Mm. Ouais, donc ici, on va retransiter du coup vers les scénarios que tu as vus pour Shimaev. Je Mm. pense que ça nous fait un bon. Ah, c'est pas un jus en fait qu'on fait, ce sont des travaux à l'étage du dessus.
je pense. Je suis désolé. C'est pas grave, franchement, c'est pas très gênant pour moi, donc je pense qu'à la sortie, c'est pas gênant Ça non plus. devrait aller? Euh, Ouais, ça devrait le faire. ça va. Les chemins de victoire pour Ousmane, on va commencer par le underdog. Ok, pour moi, chemin de victoire, j'en ai mis deux. Le premier, c'est d'accepter que ce soit le chaos au premier round et que Shimaev dépense énormément d'énergie sur ce premier round et donc de lui laisser, pas réellement de lui laisser, mais en tout cas de lui laisser l'espace de se fatiguer au premier round, tout en défendant Ok. suffisamment pour pas se retrouver dans une situation catastrophique. Ok? Hmm. Donc, pour moi, ça va être son premier chemin. J'ai pas su défendre la lutte, les amener au sol. On se retrouve au clinch. Je dois m'assurer de survivre et dans cette survie, m'assurer de lui prendre de l'énergie. Je ne peux pas laisser la fin du premier round avec un Shimaev qui a pris son premier round et qui a l'énergie de refaire la même chose sur le 2 et 3. Donc Ouais. ça Et va donc, être il doit trouver le juste milieu, c'est compliqué. C'est de la survie économe, de sorte aussi à ne pas prendre trop de coups exactement. qui Oui, l'amènerait tout à à fait. lui-même être moins capable dans le deuxième aussi. Ouais. Alors c'est de Ok. la survie économe, c'est voilà, ça fait partie des stratégies assez avancées, hein. Donc de ressentir quand il y a des positions, par exemple, où on va mettre du poids alors qu'on sent que l'autre est en train d'utiliser les jambes pour tirer, chercher à obtenir quelque chose. Il va mettre au sol, on cherche à se relever, coller son dos, il tire, etc. Donc on va être en train de jauger entre l'énergie que l'adversaire va dépenser pour obtenir une autre position et l'énergie que nous on dépense pour défendre. Et donc c'est Hmm. vraiment c'est extrêmement compliqué, hein, mais voilà, on parle quand même du top de ce qui se fait et je vois un Kamaru Usman capable de faire ça, surtout avec son passif de lutte. Hmm. Donc pour moi, ça serait le premier scénario. Et ensuite, à partir du 2 et 3, en ayant réussi à survivre, à défendre cette lutte, de pouvoir s'installer derrière son jab, s'installer avec un striking et prendre le deuxième round et le troisième round de manière un peu plus chirurgicale en, en gérant le rythme du Hmm. combat. Ce serait le premier scénario. Deuxième scénario, c'est euh, ne pas autoriser la lutte tout simplement en travaillant à distance avec son jab. Ouais. Et anti-lutte, quoi. Donc déplacement, latéraux, rester très loin pour voir les shoots venir et désengager sur la lutte. C'est sortir immédiatement des configurations grappling, même pas le clinch, même pas accepter le clinch, c'est vraiment ok. Ouais, ça me semble logique. Moi j'avais noté sprawl and calculate dans mes notes pour vraiment notifier le côté ground is lava ou clinch is lava. Et debout, par contre, être sur une mesure, sur un scénario calculé, enfin une dynamique calculée et mesurée, avec des attaques simples, hein, utiliser son jab, ses armes longues, pour éviter justement que Shimaev puisse casser la distance et faire du Shimaev. Est-ce que du côté de Shimaev, tu as quelque chose en particulier, ou alors c'est justement un peu le, le côté opposé de ce que tu viens de dire? Donc, si on part du principe que un des chemins vers la victoire pour Ousmane, c'est d'être dans l'économie une fois qu'on est au sol et, euh, et espérer que Shimaev se fatigue, est-ce que le chemin pour la victoire pour Shimaev, c'est amener au sol et être peut-être moins intense, moins dans la pression et plus, voilà, je contrôle au sol, je marque mes points, je frappe, mais je suis pas dans de l'intensité, trop dans de la dépense d'énergie. Ce serait ça le petit ajustement à faire au jeu de Shimaev? Oui, pour moi, alors, Shimaev, ce qu'il doit faire, c'est travailler, mettre sous pression. Je pense que ça doit être vraiment son objectif, mettre sous pression. On l'a vu, hein, il va tout régulièrement chercher son bras arrière pour pouvoir casser la distance. Et je pense que sa stratégie, c'est sous pression, pousser Ousmane jusque dans le couloir autour de la cage, tu vois, passer cette ligne noire, envoyer sa frappe, aller au clinch et aller chercher le body lock. Pour moi, la faiblesse de Kamaru Usman, qui est aussi liée avec son passif de lutte folk style, c'est le body lock. Et le body lock, c'est vraiment une position ultra dominante qui est recherchée par les lutteurs de Greco. Je ne le vois pas défendre une mise au sol une fois que le body lock sera placé. On l'a vu avec un lutteur
non, avec un striker, Leon Edwards, qui l'a mis au sol grâce à un bodylock, de manière très très simple. Il a pris cette montre-là. Donc, il n'y a pas eu que lui, hein, mais en tout cas, sur cet aspect-là, c'est là où il sera le plus en danger. Donc ça, pour moi, ça va être la stratégie de Chimaev. Mettre au sol, conserver son énergie, frapper. Je veux le voir être beaucoup plus calculateur au sol, beaucoup plus... chercher le Position grind comme ça. before submission. Voilà, chercher les frappes, chercher les coudes, au fur et à mesure, frapper, 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 menacer, frapper, frapper, menacer. Quand je dis menacer, avec une soumission par exemple, et prendre ce premier round comme ça, et mettre du poids, être lourd sur lui, le fatiguer, et au fur et à mesure l'étouffer, tu vois. Ça, c'est vraiment la stratégie que j'aimerais voir du côté de Chimaev. Et si ça passe, alors on pourra avoir un finish dans le premier round. Et à partir du deuxième, soit réitérer, soit commencer à feinter pour pouvoir recombiner en frappe et re-shooter dedans. Bah, notamment, il a un très bel uppercut debout. C'est celui qu'il a utilisé pour mettre KO Alice Kerov avant de rentrer à l'UFC. Le bon uppercut du lutteur qui fait presque penser au Eagle Punch de Khabib, qui est toujours utile, enfin très utile pour quelqu'un qui shoot en lutte, parce que tu as un adversaire qui a tendance à baisser la tête pour défendre la lutte et t'as un genre de collision. Il y a plein de points sur lesquels j'aimerais rebondir, mais j'ai commencé par... j'avais fait une analyse quand j'étais chez La Sueur par rapport au style de Chimaev, et qu'il avait un genre d'arbre de décision sur l'activité, tu vois. Et je me rappelle plus exactement de comment je l'avais défini, mais c'est vraiment, il se pose que la question, c'est est-ce que je peux avancer de position, oui ou non. Si je peux avancer de position, j'avance de position. Si je peux pas avancer de position, je vais libérer une main pour frapper. Si j'arrive pas à libérer une main pour frapper, il a vraiment ça, mais c'est ultra actif. Il y a jamais dans son arbre de décision, il n'y a jamais je reste posé. Tu vois, je prends la position. Toutes les 3 secondes, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux regarder tous ses combats. Dès que c'est au sol, il n'y a jamais 3 secondes où lui ne fait rien. Il est toujours dans une recherche de soit avancer de position, soit de frapper, soit de menacer une soumission, soit un mélange des trois. C'est typiquement ça. Donc, ça m'amène à la question suivante. L'enfer pour Ousmane debout, ce serait que Chimaev obtienne un bodylock. Au même titre que au sol, l'enfer pour Ousmane serait de ne pas avoir un contrôle sur au moins un des 2 bras de Chimaev. Donc, est-ce que la base de la base pour Ousmane, c'est dès qu'on arrive au clinch, c'est de chercher un 2-on-1 pour à tout prix empêcher ce bodylock du côté de Chimaev? Est-ce que c'est la défense classique? En fait, c'est la défense que Leon Edwards avait beaucoup utilisée contre lui-même. Donc, est-ce que c'est ça qu'il doit rechercher à tout prix pour empêcher le bodylock? Ah, et je vais traduire, parce que c'est vrai que dans un précédent podcast, on nous avait demandé ce qu'était le 2-on-1. Donc, 2-on-1, c'est utiliser 2 mains pour contrôler un poignet de l'adversaire, de manière simplifiée. Ouais, c'est ça. C'est une solution qui fonctionne relativement bien. Je pense qu'elle va être... en fait, avant d'aller chercher absolument ce 2-on-1, il y a une autre problématique qui est à régler, c'est l'underhook du bras droit de Chimaev. Chimaev va aller chercher son underhook du bras droit et il est très très bon, il est très fort dessus. Donc on avait vu un Burns qui allait chercher ce qu'on appelle l'overhook, donc il venait saisir par-dessus son bras et qui cherchait le contrôle biceps ici. Et c'était pas très concluant parce que la ligne d'épaule de Burns était légèrement de profil et donc là pour moi il y avait une erreur. Donc ici il aurait dû se tourner ses hanches pour rabaisser un petit peu l'underhook et il fallait, à mon sens, la priorité c'est de battre l'underhook droit de Chimaev. Une fois que l'underhook est battu, pourquoi pas aller clairement sur le 2-on-1 pour pouvoir circuler, mais pour moi ça va être plutôt ça. Ce que je dis souvent, en tout cas moi quand je lutte à la cage soit à mes élèves ou à des partenaires qui galèrent un petit peu avec mon jeu, je leur dis, ne m'autorise pas à mettre un seul underhook. Ça doit être
absolument ce que tu dois rechercher. Si je mets un underhook, ça va être un peu la fin pour toi. Et là, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment ça. Et effectivement, ceux avec qui j'ai le plus de difficultés, c'est ceux qui refusent absolument que je puisse passer un bras. Moi, si j'ai un underhook, la plupart du temps, je vais obtenir la suite. Donc c'est la priorité absolue pour Kamaru Usman sur cet aspect-là, hein. Vraiment. Ok. Donc ouais, c'est plus anticipatif que le 2-on-1. C'est encore une étape avant, c'est empêcher le underhook. Je suis en train d'imaginer des systèmes pour empêcher le underhook, mais c'est placer le tien, placer ton underhook et contrôler le biceps opposé, ça ce serait une option. Et si le underhook est positionné du côté de Chimaev, c'est d'abord essayer de pummel pour récupérer le tien, mais ça c'est pas facile. Je pense qu'une fois qu'il l'a, il le garde Chimaev. Il y a ça, il y a tourner ses hanches en fait. Si tu es tourné avec ton épaule qui a l'underhook vers le haut, eh bien, il a beaucoup plus de force. Par contre, si tu inverses ta position et que l'underhook arrive en arrière, le bras vient se tendre et il est beaucoup plus faible, tu vois. Ça, c'est des choses qui se font. Donc, ça peut être une solution d'aller mettre du poids sur l'underhook pour pouvoir le contrôler et derrière aller pummel, donc c'est aller récupérer son underhook. Ça, c'est une autre solution. Ouais, l'histoire du poids et donc c'est positionnement de tête est aussi important parce que pour pouvoir switcher tes hanches, pour pouvoir switcher tes hanches, tu dois bien positionner la tête. Voilà. Alors au-delà du ground Islava, je pense que c'est clinch Islava dans ce cas de figure. Il serait capable. Vraiment. Kamaru Usman serait capable de pouvoir sortir du clinch, mais il a intérêt à vraiment le refuser absolument. Et c'est vrai que là, c'est là où son jab rentre en compte. Mais il ne faut pas non plus minimiser le danger que représente Chimaev debout. Je pense que Chimaev, typiquement, il a un style un peu à la Burns, rentre dedans. Et je pense que ces overhands pourraient typiquement toucher Usman au même titre que les overhands de Burns l'avaient touché. Surtout quand tu peux menacer de la lutte, ce qui te permet de pouvoir feinter et puis venir chercher le overhand derrière. Effectivement, moi j'ai regardé à nouveau un Chimaev Burns et je pense que j'avais aussi sous-estimé Je pense que j'avais aussi sous-estimé son niveau, tu vois. À Chimaev debout, je trouve qu'il a été très bon. Par contre, pour en venir, tu disais que son uppercut arrière était bon. Il se fait contrer sur cette uppercut arrière avec un check hook par Burns. Donc pour moi, je ne le mettrais pas dedans. Surtout que Usman, je pense que c'est dans son intérêt d'avoir des crochets avant. Une technique qui pourrait très bien fonctionner pour Usman, c'est ce qu'on appelle le Cuban check hook. C'est un crochet avant avec un déplacement de la jambe avant sur la gauche, tu vois, pour pouvoir sortir de l'axe. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des choses ici. Dès qu'il va vouloir rentrer, de pouvoir frapper et sortir dans la direction opposée. Donc, quand on a un Chimaev qui va envoyer cette droite pour aller tout droit ici, hop, ici on va frapper même dans son bras s'il faut et sortir sur le côté. Ça, donc le Cuban check hook pourrait être une très très bonne solution. Le jab, bien évidemment dans l'axe, le jab au corps, ce qu'on appelle les blinder jabs, donc c'est des jabs qui viennent devant un petit peu les yeux dans la garde, en déplaçant sur la droite de Khamzat, mais en restant à distance de frappe. Donc ça permet de pouvoir circuler sur les latéraux. Ça aussi, je pense que c'est autant de techniques que Kamaru Usman pourrait mettre en place avant de se faire clincher. Pour revenir sur le Cuban check hook, pour que les gens puissent peut-être imager ça, en tout cas ceux qui regardent le MMA depuis longtemps, parce que là je vais faire une petite ref, mais Holly Holm, elle l'utilise bien avant son high kick, c'est un de ses classiques, non? Cuban check hook, et puis ça lui permet de prendre un bel angle pour envoyer son high kick. Elle l'avait notamment envoyé contre Ronda Rousey. Peut-être, je sais pas du tout. Parce que le Cuban check hook, t'as vraiment un changement de garde, hein. T'es ici et quand tu le frappes, tu te retrouves complètement autant pour moi. arrière. Autant pour moi. Je pensais que c'est celui où tu slidais ton pied avant et tu pivotais le pied arrière. Ça, c'est ce que Holly Holm fait. C'est un check hook, donc c'est vraiment une sorte. T'as un retrait de buste et un pas sur la gauche si t'es droitier.
avec un déplacement. C'est celui, il y a eu un combattant qui l'a placé, il est sorti, boum, et il a remis derrière sa droite, Thiago Santos contre Jan Blachowicz. possiblement. Et il a mis KO comme ça, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, il est parti sur un Cuban check hook avec un changement de garde quasiment. Habituellement, ça permet de désengager, mais il y a aussi possibilité et de désengager et de remiser derrière. C'est extrêmement violent. Donc ça, c'est Il me des... semble, hein, je vais pas pouvoir te confirmer ça, mais en tout cas, Thiago Santos a mis un TKO sur Jan Blachowicz et il me semble que c'est avec un Jan Blachowicz qui surengage sur son direct et il change de garde crochet. Ouais, il me Peut-être. semble En que tout c'est ça. cas, enfin voilà, allez checker sur YouTube, vous tapez Cuban check hook ou Soviet check hook aussi, je crois que ça se dit, et vous allez voir un petit peu en boxe anglaise. C'est une technique qui est, ça fait partie avec un travail de jeu de jambes qui est vraiment très très efficace. Et alors l'objectif là-dedans, c'est pas forcément d'aller chercher à contrer et frapper. Pour moi, c'est souvent une erreur de vouloir aller chercher le menton, même si ça fonctionne. C'est aussi sur une droite d'aller frapper dans le bras, et donc ça déstabilise l'adversaire. Ça assure le fait d'absorber la frappe et d'obtenir un nouvel angle. Ouais, c'est ça. Et là, derrière. tu pars sur l'angle fermé, quoi. Tu pars sur l'angle Exactement. Ouais. derrière le direct, quoi. Tu vas vers le dos. Top. Bah, je pense que là, on a élaboré de bons game plans de part et d'autre. Est-ce que tu avais d'autres points ou alors on passe à la question du fan? Les autres points, je pense, le dernier point, c'est encore une fois, je pense que dans nos analyses, on doit se rappeler que je pense qu'il y a aussi une partie chez le coach de pouvoir chercher les patterns, encore une fois. Chez Chimaev, je pense que Chimaev a des choses qu'il fait avant. Il va avoir des habitudes qu'il fait qui sont exploitables. Et je pense que là, il y aura un boulot du coin de Kamaru Usman. Donc je serais pas étonné qu'il arrive avec des combinaisons adaptées à Khamzat Chimaev. Là, on parlait du Cuban check hook. C'est pour moi une solution face à un tel adversaire. Mais je suis persuadé qu'ils auront pris le temps et repéré des habitudes, des patterns de combinaisons qui seront exploitables. Donc on a parlé du 6 où il se fait contrer, mais souvent il envoie sa droite. S'il veut combiner, soit il fait sa droite, il shoot, soit il fait sa droite et il revient toujours avec un crochet avant. Autant de choses qui seraient exploitables en soi. Ouais, donc autant toujours sortir de son côté ouvert dans ce cas-là, vers la droite de Chimaev. Parce Je que pense. qu'il envoie son direct pour shooter ou qu'il envoie son direct pour avoir un crochet avant, le fait de sortir dans cette direction-là est toujours serait une double défense aux deux options qu'il a tendance à utiliser derrière son direct. Exactement. Et pourtant, c'est une des sorties qu'on déconseille entre guillemets chez les nouveaux venus, mais chez les avancés, je pense qu'avec une bonne compréhension de la distance et tout, ça serait pour moi la meilleure solution. Bah, c'est typiquement le genre de sortie que je vois bien Trevor Whitman enseigner à ses élèves. Je sais pas si Ousmane est toujours chez lui. Je pense que Je crois qu'il y aura les oui. deux dans le coin. Ouais. Je Donc pense que Whitman sera là et que le coach de Clifkin, Henry Hoft, tu crois Hoft qu'il y aura sera là les deux? aussi, je pense. J'ai Waouh. cru entendre parler de ça. On verra. Oh, beau combo ça, beau combo. Ça serait... Alors, question fan. question. Ouais, par contre, je vais dire question d'abonnés. J'ai pas envie de dire qu'on a des fans, on est juste des créateurs de contenu. Mais la question est très intéressante, elle nous vient de Emir94. Les deux ont affronté Gilbert Burns à 10 mois d'intervalle. Quel est le plus gros enseignement à tirer de ces deux confrontations? Je vais commencer par répondre si tu veux bien, comme ça te Ouais. laisse le temps de réfléchir, parce que moi j'ai réfléchi à ça. Donc, moi, ce que j'ai repéré dans ce combat, c'est que Chimaev a voulu amener Burns au sol. Donc, dans sa préparation, il se sentait suffisamment à l'aise au sol face à quelqu'un comme Gilbert Burns. Donc, ça en dit déjà assez long. Ceci étant dit, il n'a pas réussi à le conserver au sol. Donc, ça, c'est un point intéressant. Et debout, ça s'est transformé en guerre un peu pile ou face. Je vais appeler ça comme ça. C'était, voilà, on a repéré qu'ils avaient tous les deux un gros menton. Qu'ils étaient compétents dans les guerres, mais ça restait ultra chaotique et ça aurait pu partir dans un sens comme dans l'autre. Ils se sont tous les deux bien connectés. Du côté de Ousmane, lui, il n'a même pas voulu
amener Burns au sol. Il n'a pas tenté la moindre amenée au sol, même s'il s'est fait connecter en début de combat. Il est resté confiant dans son pied-point et il a largement dominé debout après s'être fait connecter avec une approche mesurée. Et donc je trouve que ce sont des enseignements par rapport à l'approche stratégique du combat, et c'est ce qu'on disait dans le début du podcast sur les choix de carrière. On a un Chimaev qui est parti vraiment vers « je suis un spécialiste du sol, j'amène quiconque au sol », mais il a quand même nuancé son style en disant « bon, s'il y a quelqu'un que j'arrive pas à conserver au sol, je reste relativement compétent debout, mais j'ai pas assez confiance en mon pied-point que pour gagner dans un combat mesuré debout. Je dois faire une guerre ». Je trouve qu'on en parle assez souvent. Quand tu fais de la guerre debout, c'est que tu manques peut-être un peu de confiance en ta capacité à gérer le combat et à le gagner à la décision. Alors que Ousmane, il est venu avec une approche j'ai pas envie d'utiliser ma lutte parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la garde ou au sol face à Burns, donc je vais le dominer debout. Et même quand il s'est fait toucher, ça c'est intéressant parce que si tu te fais toucher debout, tu aurais peut-être tendance à dire ok, je change ma stratégie, je vais aller dans le domaine de la lutte. Non, il est resté confiant sur son jeu et il a fait une masterclass à partir du deuxième round. Mais écoute, oui, moi je suis d'accord là-dessus. Je pense que c'est toujours un peu compliqué de partir de deux combats, genre ils ont affronté le même adversaire, et est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on peut voir des choses. C'est pas le même profil, c'est pas le même style. C'est plutôt l'enseignement, c'est plutôt de savoir comment battre Burns plus facilement, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense pas que ça montre que Kamaru Usman a un meilleur striking que Khamzat Chimaev. Je ne pense pas. Je pense que Khamzat Chimaev pourrait vraiment nous étonner debout face à Kamaru Usman et le dominer. J'en mets pas ma main au feu, mais je pense que la leçon qu'on a pu avoir du combat de Chimaev contre Burns, c'est que Chimaev, il faut compter aussi sur lui debout. C'est un bon puncher. Je trouve très efficace, très bon, et avec un peu d'ouverture, mais bon voilà, il prend des risques. Il en prendra, je pense, beaucoup moins contre Kamaru Usman. Ouais, je pense aussi. Mais il doit quand même, je pense que si ça reste debout, il doit chercher à créer des situations chaotiques parce que dans un combat mesuré debout, je donne plus l'avantage à Ousmane. Et d'ailleurs, ça fera partie de mon prono, c'est que si ça reste debout, Ousmane à mon avis, gagnera les minutes et Chimaev devra capitaliser sur des moments. Alors que si ça va au sol, Chimaev aura et les minutes et les moments. Je vois pas un Ousmane avoir des moments s'il est en dessous. S'il est au-dessus, c'est peut-être une autre histoire, mais ce sera même plus des minutes si Ousmane est au-dessus. Je pense qu'il n'aura pas spécialement des gros moments. On en arrive aux pronos et aux préférences. Cette fois-ci, je vais te laisser démarrer. Pronostic, je vois Chimaev l'emporter. Je le vois l'emporter. Je pourrais clairement le voir l'emporter par TKO au premier. Là, je prends des risques. Dans tous les cas, on va dire, de manière générale, je le vois l'emporter. De manière extrêmement risquée, et je le vois l'emporter au premier round par TKO. Voilà, on va dire ça comme ça. Préférence. Vous savez, moi j'aime bien voir les underdogs l'emporter en mettant en place des stratégies. Donc, j'aimerais voir un retour de Kamaru Usman. J'aimerais le voir faire toutes les adaptations. J'aimerais le voir entre guillemets fermer des bouches, tu vois, c'est toujours pareil, fermer ma bouche aussi, ça me dérange absolument pas. Mais j'aimerais le voir gérer ce combat, montrer que la gestion d'un combat et la stratégie peut être supérieure au reste en soi. Mais ça, c'est le scénario que j'aimerais. Après, clairement, un Chimaev qui roule sur Kamaru Usman et qui fait un statement, ça m'intéresse aussi bien évidemment pour la suite, pour la catégorie, pour tout. Donc, je serais bien excité dans ces deux scénarios. Le scénario qui m'intéresserait le moins, c'est un combat un peu trop équilibré en soi, qui nous donne peu d'informations, tu vois. Ouais. Ça, un combat un peu serré, tiens, ouais, c'est lui qui a gagné, c'est pas lui, c'est machin. Ça va me saouler en soi.
Voilà. Et d'ailleurs, ça, j'aurais peut-être dû le dire avant les préférences, mais ça a été confirmé par Dana White, ce qui signifie que c'est pas confirmé du tout, hein, pour faire une petite blague. Mais Dana White a dit que le vainqueur prendrait le title shot, sauf blessure évidemment. Donc, on peut aussi se poser la question de si on préfère voir Strickland défendre contre Chimaev ou Strickland chercher à prendre sa revanche contre Ousmane, parce qu'ils se sont déjà affrontés en début de carrière en welterweight, l'un et l'autre. Moi, de mon côté, sur le prono, je te rejoins. Je vois, autant je vois des possibilités pour Ousmane, pour un chemin vers la victoire, autant, encore une fois, le pronostic, c'est noir ou blanc. Donc, je vais me mettre du côté de Chimaev, et moi, je peux voir même Chimaev soumettre Ousmane. Je pense qu'une prise de dos est possible avec un étranglement arrière. Comme tu l'as dit, je ne sais pas si Chimaev, on l'a pas encore vu capable de venir avec une... Il vient peut-être avec des stratégies, mais on l'a pas encore vu capable de... Vas-y. Il a changé de camp, hein. Il s'entraîne plus avec l'autre... Andreas. Avec Andreas, qui pour moi... Ça me posait des questions hein, sur sa manière de coacher. Je trouvais pas toujours le des plus réfléchi, mais alors on va voir. On pourrait avoir des belles surprises. Hein. Ouais, on pourrait, c'est vrai. Donc, mais ça, encore une fois, c'est un gros point d'interrogation. Est-il capable de suivre une stratégie? Mais donc, j'ai quand même un peu lui faire confiance et me dire, ok, il va amener au sol, il va pas spécialement être dans la recherche constante du finish, mais je pense qu'il pourrait l'obtenir dans le deuxième round. La soumission dans le deuxième round, ce serait mon pronostic risqué, et je vais faire comme toi. Je vais d'abord me positionner sur Chimaev, nuancé en disant que je vois des chemins vers la victoire de Ousmane que tu nous as bien élaboré, mais voilà, le pronostic c'est noir ou blanc, donc Chimaev, et si je dois prendre un truc risqué, c'est Chimaev soumission dans le deuxième. Et ma préférence, j'aime beaucoup Ousmane. Hein. J'aime beaucoup ce combattant. Quel truc de fou ce serait qu'il gagne ce combat, qu'il prenne le title shot contre Strickland, qu'il le gagne et qu'il se retire. Ce serait un truc de fou. Ça serait incroyable. Vraiment un truc de fou. Ce serait incroyable. Et si, encore une fois, pour revenir sur tes arguments aussi, s'il gagne ce combat-ci, c'est qu'il est venu bien préparé, avec une stratégie intelligente. Et en plus, j'aime bien aussi parce que ça nous permettrait de voir... et en fait, ma préférence, c'est largement sur Ousmane. Parce que Chimaev, c'est typiquement le genre de profil que j'ai envie de voir après une défaite. J'ai envie de voir ce qu'il donne. J'ai perdu. Comment est-ce qu'il gère la suite de sa carrière? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ça. Ouais, c'est vrai, on n'en parle pas, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir cet aspect-là, tu vois. Cet aspect-là, et de voir si ça va le motiver, si ça va le transformer, etc. Clairement. Parfait. Merci à toi, Brian. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. On s'abonne, on like, on envoie un petit commentaire pour donner de la force. On partage sur les réseaux, on fait la totale. On rejoint la chaîne en tant que membre. Voilà. Merci à toi, Brian. Merci à Unibet pour la collaboration avec cet épisode. Et à très bientôt, les amis. Merci à tous. Ciao, ciao.